Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Mais la radio du rugby qui est rattrapée par l'actualité absolument dramatique. C'était il y a 7 jours. Le Hamas déclenchait un gigantesque pogrom à la lisière de la bande de Gaza en Israël. Plus de 1000 morts assassinés parce qu'Israéliens et parce que Juifs pour la plupart d'entre eux. Il y a quelques jours, le fondateur du Hamas a exigé, en prévision de la riposte israélienne, un jour de colère partout dans le monde. Eh bien, ce jour de colère est arrivé jusqu'en France. C'était hier, devant le centre scolaire Gambetta à Arras. Un jeune homme a assassiné un prof en le poignardant au cou. Une attaque au couteau dans l'école française. Encore une fois meurtri presque 3 ans, jour pour jour, après l'assassinat terroriste de Samuel Paty. C'est l'heure libre. On vous donne la parole à tout moment au 0826 300 300 avec une question qu'on a tous en tête. Comment faire en sorte que cette menace ne se reproduise pas? Comment éviter les passages à l'acte? Comment faire face à la menace du terrorisme islamiste? On va en parler avec tous nos invités. Nous sommes avec Anne Genetet. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes députée Renaissance des Français établis hors de France. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Chloé Ridel. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Dans quelques minutes, nous accueillerons également Alexandre Nikolic, délégué du Rassemblement National en Eure-et-Loire, porte-parole de ce parti. Mais avant ça, c'est l'école qui est meurtrie. Donc on donne la parole au prof. Avec nous, en duplex sur Sud Radio, un prof qui profite de sa récré, qui aurait aimé en profiter. C'est Benjamin Hamar. Bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes d'une part porte-parole de la CGT du Val-de-Marne, par ailleurs prof d'histoire géo. En ce moment, vous êtes, vous profitez de ces quelques minutes de récréation entre deux cours parce que vous donnez cours le samedi. J'imagine que quand on est prof et qu'on apprend ce qui est arrivé à Dominique Bernard, votre collègue de 57 ans hier à Arras, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que ça aurait pu être moi ? Ah oui, bien évidemment qu'on se la pose, bien évidemment. Et si on se la posait pas, il y a un certain nombre de proches autour qui s'inquiètent pour vous et qui, j'ai reçu bon nombre de messages me disant fais gaffe à toi, sois prudent. Bon, c'est quand même terrible de se dire qu'on est prof et qu'on reçoit des messages comme ça, comme si on était finalement des soldats partant en guerre. On fait un métier qui est un métier de transmission du savoir. On aime notre métier. Le Samuel Paty et Dominique Bernard eux aussi appréciaient ce métier. Ils étaient aimés de leurs élèves et on n'en revient pas d'avoir ce genre de réflexion. Bien sûr, l'heure est grave. Hein. Moi, c'est ce que j'ai écrit hier sur les réseaux sociaux. L'heure est grave. Moi, j'ai eu les jambes sciées en apprenant que 3 ans, effectivement, après le calvaire de Samuel Paty, une telle abomination pouvait se produire. Et je sens aujourd'hui, je suis arrivé tôt au lycée, je suis arrivé à 7h30 avant mes cours, il y avait déjà des policiers en faction devant l'établissement. Et là, on se dit, mais dans quel monde on est, en fait, pour qu'on soit en situation d'avoir des policiers qui, dès 7h30, sont avec leur voiture devant l'établissement. Et il y a une sorte de sentiment d'irréalité. Et quand je suis monté en salle des profs, il y avait une atmosphère lourde, bien évidemment. C'est une situation insupportable. Vous parliez des policiers qui sont à l'entrée de votre établissement. Il y a aussi des militaires partout en France puisque nous sommes en urgence attentat. C'est le plus haut niveau d'alerte du plan Vigipirate. Ça veut dire aussi que 7000 soldats français de l'opération Sentinelle sont déployés un peu partout en France parce que la situation est à haut risque. Dernière question, parce que je vais vous rendre à vos élèves. C'est pour eux que vous êtes là, évidemment, ce samedi matin. Benjamin Hamar, comment vous faites face? Quelles précautions vous prenez? Parce qu'il y a l'émotion, mais il y a aussi sa propre sécurité et celle de ses élèves. Écoutez, pour ce qui est de... là, maintenant, nous, on a, dans le cadre de l'établissement, on a, depuis un certain nombre d'années, ça fait 15 ans que je suis dans cet établissement, on a un portail assez solide qui fonctionne avec des badges et des tourniquets. Donc, l'accès pour rentrer, il faut je dirais... y être habilité et y être autorisé. Sauf ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier à Arras, c'était devant l'établissement scolaire. Voilà, bien évidemment, c'est à ça que j'arrivais. Écoutez, je vais vous dire, c'est très clair. Pour la première fois de ma vie d'enseignant, ça fait maintenant même plus de 20 ans que je suis prof. Quand je sors du bahut, sans céder à la psychose, que je suis quelqu'un qui a du sang-froid. Je regarde par-dessus mon épaule.
Voilà, très clairement, je suis sensible à tout, j'écoute tout, je fais gaffe à tout, et je pense qu'il y a pas mal de collègues qui vont faire de même. Donc là, clairement, il y a malaise dans la civilisation. C'est-à-dire que là, il va falloir que ça devienne un problème sérieux à prendre. Alors j'ai entendu les déclarations du ministre, mais bien évidemment, ce qui interpelle tout le monde, c'est que l'individu qui a poignardé hier était fiché S. Donc ça montre aussi, faut se le dire clairement, il n'y aura pas de solution qui assurera à tout le monde une sécurité à 100%. Et je pense que les profs le savent bien, et que désormais la profession assimile le fait qu'en dehors de toutes les autres difficultés qu'elle peut rencontrer, eh bien, on peut être la cible d'individus fanatisés qui se livrent à ce genre d'actes barbares. Voilà. Il va falloir vivre avec ça. Alors, bien sûr, derrière, on va être très attentif à toutes les propositions politiques, au-delà du court terme, structurel, qui serait de nature à améliorer notre protection, mais visiblement il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot et des questions aussi qui se posent au niveau politique. On va en parler avec nos autres invités. Merci Benjamin Amar, faites attention à vous. Je le rappelle, porte-parole de la CGT du Val-de-Marne, prof d'histoire géo. On a tous en tête un prof qu'on a eu, on a tous grandi avec des profs, et c'est pour ça que quand on regarde et qu'on ouvre notamment le Parisien aujourd'hui en France ce matin avec la photo de ce professeur Dominique Bernard, 57 ans, qui a été poignardé à mort hier à Arras, eh bien on se dit qu'il ressemble à tous les profs qu'on a eu, ou à une bonne partie d'entre eux. L'heure est grave, disait Benjamin Amar à l'instant, mesdames, et en même temps, on est 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty. Il y a une question qu'on se pose ce matin malgré tout, et on est obligé de se la poser. Il n'était pas que fiché S, ce jeune homme, il était fiché S+++. Son frère a été condamné pour association de malfaiteurs terroristes il y a 4 ans. Il préparait un attentat contre le palais de l'Élysée. Et le petit frère, celui qui a frappé hier, il était censé à l'époque publier les vidéos de l'éventuel attentat sur les réseaux sociaux. Il était en situation irrégulière. Il a été contrôlé jeudi, donc avant-hier, par la DGSI, qui vérifiait justement qu'il n'avait pas commis quelque chose de grave ou qu'il n'était pas prêt de passer à l'acte. On ne peut pas surveiller des profils comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être Anne Genetet d'abord. D'abord dire la douleur dans laquelle nous sommes tous. On est vraiment dans un moment de sidération, de deuil, et je crois qu'il faut respecter ce moment-là. Saluer le courage de cet enseignant, saluer le courage de tous nos enseignants, dont beaucoup sont en course samedi matin, parce que c'est eux aussi qui sont notre rempart, le rempart pour nos enfants, face à cet obscurantisme qui cherche à tout prix à nous déstabiliser. Alors oui, c'est difficile de surveiller tout le monde, mais néanmoins je veux quand même saluer et rappeler que je fais une totale confiance à nos forces de police. La DGSI, ce sont des policiers, ils ont contrôlé cet individu la veille, ils n'avaient pas d'arguments à leur disposition pour l'interpeller, nous sommes dans un état de droit. En revanche, ils avaient des arguments pour interpeller celui qui apparemment avait d'autres projets dans les Yvelines à Limay. Donc on voit bien que la police fait un travail extrêmement difficile, il faut lui faire confiance. Nous sommes dans un travail également d'enquête et nous verrons ce qu'il en est, mais rappelons à tout prix aujourd'hui notre soutien à tous ces enseignants, à leurs élèves et à leurs parents qui vont aujourd'hui en cours. Oui, ça, tout le monde est d'accord. S'il y a bien une chose qui fasse consensus ce matin, c'est le soutien aux professeurs. Mais vous voyez, on en arrive à dire bravo au courage des professeurs. Normalement, on n'a pas besoin d'être courageux, en tout cas sur un plan physique, pour aller donner cours. Et on en est là. Alors je crois qu'il faut souligner, et je crois que ça a été rappelé sur une autre chaîne de radio ce matin par l'essayiste Caroline Forest, chacun de nos enseignants non seulement une vocation, mais a le courage depuis 30 ans, oui, d'aller porter haut nos valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Il faut le souligner, les remercier, car certains d'entre eux, mais depuis 30 ans, c'est particulièrement présent, et certains en témoignent du fait que parfois, lorsqu'ils disent ou leur défendent, par exemple, nos valeurs de laïcité, ils se retrouvent parfois en salle des professeurs avec d'autres collègues qui leur disent « tu nous mets en danger ». Rappelons que cette attitude d'enseignants qui, courageusement, choisissent de défendre nos valeurs et notre laïcité, nous en avons plus que jamais besoin. C'est eux qui seront notre rempart, et le rempart pour nos enfants à l'obscurantisme. Mais justement, alors dans les tristes états de service de l'assassin terroriste islamiste Mohamed Mogouchkov, il y avait notamment des prises de parole pendant les cours à l'école lorsqu'il critiquait l'enseignement de la laïcité. Il avait même dit que les chiites n'étaient pas de bons musulmans dans des cours d'histoire géo, je suppose. Enfin, c'est des profils qu'on a en grand nombre en France, Chloé Ridel.
C'est sûr que c'est un jeune homme, cet assaillant, qui, après avoir tué Dominique Bernard, a poursuivi sa course macabre en demandant à ceux qu'il croisait « T'es prof d'histoire, t'es prof d'histoire ». Donc il cherchait effectivement à tuer des professeurs un nouveau Paty qui enseignent la laïcité. Vous avez raison. Et je crois que ce que nous montre ce drame effroyable, c'est que le djihadisme, qui est en reflux après le pic de Daesh, est en reflux mais n'a pas disparu, et qu'il s'attaque désormais à l'école. Pour ce qu'elle représente, ça a été dit, les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, les professeurs pour ce qu'ils sont, des passeurs de savoir, des pourvoyeurs de liberté. Et donc l'école aujourd'hui est une nouvelle cible, et peut-être même la première cible de ce nouveau type de djihadisme qui est très individuel, très violent, très dopé aux réseaux sociaux. Ça a été mentionné, ce jeune, il s'est radicalisé dans le cadre d'une cellule familiale, où vous aviez en fait une mère seule avec ses 5 fils, je crois. Parce que le père a été expulsé, effectivement. Père expulsé, mais qui appelait ses fils tous les soirs pour les radicaliser, leur bourrer le crâne. Donc, face à ça, si vous voulez, les services de renseignement, ils ont fait leur boulot. Mais la réponse, elle peut pas être simplement sur le plan du renseignement sécuritaire. Justement, si tout le monde a fait son boulot, c'est le boulot qu'il faut changer. Parce que comment faire pour éviter ce genre de menaces? On va en parler dans un instant. Tiens, Benjamin Hamar nous disait l'heure est grave, et en même temps, il parlait de Samuel Paty, c'était il y a 3 ans. Ça veut dire que ça fait plus de 3 ans que l'heure est grave. Qu'est-ce qu'on peut faire pour restreindre cette menace? Vous tous qui nous écoutez, au 0826 300 300, que vous soyez prof, parent d'élèves, ou n'importe quel citoyen, vous pouvez prendre la parole. Comment faire pour endiguer cette menace? On va se retrouver dans quelques instants dans l'heure libre sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. L'heure libre, 10h-11h. 0826 300 300, que vous soyez enseignants, élèves, parents d'élèves, tout le monde a la parole sur Sud Radio. Le terrorisme qui a encore frappé hier, c'était à Arras, devant la cité scolaire Gambetta. Un nouvel enseignant, presque 3 ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Un nouvel enseignant, Dominique Bernard, cette fois-ci 57 ans, a été tué, poignardé au cou par un jeune terroriste islamiste. Que faire alors même qu'on est 3 ans après Samuel Paty et qu'on n'arrive toujours pas à endiguer la menace? On en débat avec nos différentes invitées. Chloé Ridel, qui est avec nous, porte-parole du Parti Socialiste. Anne Genetet, députée Renaissance des Français établis hors de France. Que faire justement? Il y a une question qu'on a posée ce matin. Compte tenu de l'état de service et compte tenu des faits très graves reprochés à ce jeune homme, c'est est-ce qu'il faut prendre la décision de pouvoir expulser plus tard les fichés S qui sont radicalisés et qui sont expulsés? C'est-à-dire ceux qui n'ont pas la nationalité française. Le terroriste d'hier, il est russe, il n'est pas français. Anne Genetet. Pour ceux, en effet, qui sont étrangers sur notre territoire et commettent des délits, on voit bien qu'il y avait jusqu'à présent une lacune dans notre droit, puisque nous sommes dans un état de droit, nous devons à tout prix respecter le droit, et ceux qui étaient entrés avant l'âge de 13 ans sur le sol français et commettaient donc des délits, des crimes, n'étaient pas expulsables, même au cours de leur vie, même une fois devenus majeurs. Et là, c'était une faille clairement identifiée et que la loi immigration a pris en compte. La future loi immigration dont nous allons débattre dans les semaines à venir. Est-ce que ça veut dire que cette disposition va sauter, si j'ose dire, dans la loi immigration ? Va sauter et permettra l'expulsion de ce genre d'individus. Maintenant, attention, ça ne suffit pas à résoudre le problème. L'auteur d'actes de djihadisme, de terrorisme djihadiste, sont aussi, hélas, des Français. Et donc, c'est un ensemble de mesures. Et je crois que chacun, comme le disait Caroline Forest ce matin, doit être acteur de ce qui se passe actuellement. Et chacun doit se poser en rempart contre l'obscurantisme et en rempart contre cette haine qui se déverse contre notre République. Et ça veut dire quoi dans ce cas-là, se poser en rempart? Parce qu'on est bien d'accord que tout le monde n'est pas expulsable. Il y a aussi d'ailleurs des gens qui n'ont pas de pays vers qui les expulser, qui peuvent passer à l'acte. C'est déjà arrivé, ça arrivera malheureusement encore. Mais pour ceux qu'on peut expulser, on en a parlé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres? Comment on peut faire face à la menace? On est 3 ans après Samuel Paty, on a l'impression qu'on n'a pas tant avancé que ça. Alors, d'abord je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a une prise de conscience de l'importance du soutien que nous devons apporter à nos enseignants qui sont les premiers à devoir défendre la laïcité. C'était le cas il y a 3 ans, très difficile. Et justement, depuis des référents laïcité ont été mis en place dans les établissements, c'est un des éléments, une des briques du dispositif à mettre en place. Mais soyons conscients que cette lutte, ce travail de lutte contre le terrorisme djihadiste qui s'infiltre dans notre société, notamment avec le support des réseaux sociaux, qui devient très éruptif, très impulsif, très difficile à localiser et à cerner,
Et c'est vraiment un travail de longue haleine. Il n'y a pas de réponse simple, il n'y a pas de réponse immédiate. Et c'est un travail que chacun doit mener, à commencer par le soutien, encore une fois, et souligner également le courage de nos enseignants qui vont porter ces valeurs-là, de défendre nos valeurs dans nos écoles auprès de nos élèves. Alors ça, c'est ce qui se passe en France. Évidemment, la menace est un petit peu partout. Le jour de colère auquel le fondateur du Hamas a appelé vendredi hier, donc pour la journée d'hier, c'était partout en France. Dans quelques instants, témoignage exceptionnel juste à côté de la bande de Gaza en Israël, là où tout a commencé il y a une semaine quand un gigantesque pogrom a été déclenché par le Hamas. Avant ça, Chloé Ridel, c'est important de revenir sur cette question. Pourquoi on n'a pas pu l'expulser? Est-ce qu'on doit changer au moins ces dispositions qui font que par moment, quelqu'un qui a tout pour être expulsé sur le papier ne l'est jamais? Mais en fait, on peut décider de se pencher uniquement sur le cas personnel et individuel de cette famille qui effectivement était expulsable. Mais ça serait ignorer que le problème est bien plus large et qu'effectivement la radicalisation... Bien sûr, mais si aujourd'hui on doit en fait, essayer de réfléchir sur la façon dont on peut combattre l'islamisme radical dans notre pays, qui est un projet politico-religieux. Il faut voir les choses dans son ensemble. C'est une forme de djihad renouvelé, beaucoup plus individuel, beaucoup plus violent, qui donne de l'importance à la radicalisation dans le cadre d'une cellule familiale et qui s'attaque à l'école. Et vous disiez, rien n'a changé depuis Samuel Paty. On a au moins compris que l'école, désormais, était la première cible. C'est sûr. Du djihadisme, parce que justement l'école enseigne l'esprit critique et notamment la laïcité est un espace de neutralité où les élèves peuvent apprendre les sciences, l'histoire, l'éducation, en théorie, à l'abri de toute ingérence religieuse, en mettant les dogmes à distance. Et l'école est aussi prise pour cible en Belgique, où récemment des écoles ont été brûlées précisément à cause de cette nouvelle éducation sexuelle, des droits sexuels et reproductifs à l'école. Donc c'est pas que en France, c'est partout en Europe, et donc il faut voir comment est-ce que cette idéologie se déploie dans certains quartiers, sur les réseaux sociaux. Et donc ça n'est pas qu'un travail pour les cellules de renseignement, c'est aussi une réponse éducative, géographique, démocratique. Effectivement, et en tout cas, face à une menace qui ne concerne pas que la France, je le disais, direction Israël. Bonjour à vous, Raphaël. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. D'abord, on est ravis de vous entendre parce que vous étiez le premier qu'on a entendu sur Sud Radio juste après le déclenchement de ces attaques monstrueuses déclenchées par le Hamas à la lisière de la bande de Gaza, où vous vous trouvez. Je le rappelle, un bilan absolument épouvantable une semaine après, plus de 1000 morts, 1000 de vos concitoyens, vos compatriotes qui ont été assassinés et des victimes de tout âge, évidemment, et de tout profil. Première question, comment allez-vous? Alors d'abord, bonjour à tous vos auditeurs qui nous écoutent. Ensuite, j'aimerais quand même vous corriger. À ce jour, nous avons 1300 décédés. Exactement. Et plus de 3500 blessés, dont beaucoup dans un état très grave. C'était effectivement un massacre il y a une semaine, c'est ce que je disais, plus de 1000 morts, et c'est pour ça que je me gardais de donner un chiffre précis dans la mesure où je craignais qu'il continue d'évoluer. Quelle est la situation sur place dans le village où vous vous trouvez? Je rappelle que Raphaël n'est pas votre vrai prénom, c'est pour des raisons de sécurité. Vous ne direz pas dans quel village vous vous trouvez. Malgré tout, quelle est la situation sur place? Alors écoutez, une semaine après le début de ce pogrom, parce qu'il faut citer les choses comme elles s'appellent, il faut dire que la situation commence à revenir à peu près à la normale. Toujours est-il qu'il y a toujours une chasse aux sorciers qui se poursuit, puisque jusqu'à hier, ils ont encore capturé, attrapé des terroristes qui essayaient de s'infiltrer par plusieurs endroits sur le territoire israélien. Donc apparemment, vous comprendrez que le Hamas n'a toujours pas déposé les armes et continue. Et j'aimerais faire une petite parenthèse à ce sujet. Hier, j'ai entendu la chose atroce qui est arrivée en France à ce professeur d'Arras, dans le nord de la France. Et j'ai tout de suite pensé à Samuel Paty. Je me suis dit, c'était à peu près il y a quelques années. On a pensé exactement la même chose, hein, tous. Voilà. Donc, pour faire le parallèle, nous subissons les mêmes programmes de les mêmes familles, et vous avez ce même genre de problème en France, avec ce qu'on appelle l'État islamique, les frères et tout ça, qui sont les mêmes membres de la même famille. Donc, pensez avec vous, et pensez à la famille du professeur qui est décédé dans des conditions vraiment très atroces. Et j'espère que ça fera réfléchir beaucoup de Français quant à ce que nous vivons en Israël. Et surtout, il faut que vous sachiez une chose. Nous sommes ici un État démocratique, pas loin de l'Europe, puisque nous sommes à 4h30 de vol du centre de la France.
Si Israël tombe aujourd'hui, demain, les prochaines victimes, ce seront vous. Ce sera l'Europe, ce sera la France. Et d'une certaine façon, à certains endroits, ce travail a déjà commencé, malheureusement. Mais en tout cas, on vous souhaite de rester en bonne santé. Faites très attention à vous, Raphaël. On continuera à prendre de vos nouvelles. Soyez prudents. De toute façon, la guerre a commencé il y a une semaine. Elle a été déclenchée par le Hamas, par ce gigantesque pogrom. Dans quelques minutes, on sera en direct de Gaza, puisque la riposte terrestre de l'armée israélienne s'y précise, dans une situation qui est particulièrement compliquée, y compris pour la population sur place, qui subit le joug du Hamas. Anne Jonté, la première crainte qu'on avait lorsque ce massacre a été déclenché, c'est que ce conflit déborde en France. C'est ce qui s'est passé très rapidement hier. Je crois que si on peut y voir, d'ailleurs le Gérald Darmanin a fait un lien hier entre les pogroms effroyables commis la semaine dernière par le Hamas et ce qui s'est passé hier à Arras, l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Pour autant, il ne l'a pas créé. Et la situation, nous l'avons évoquée juste avant, que nous connaissons en France, de cette agression contre notre République, contre notre démocratie, contre notre école et contre également nos lieux de loisirs. Puisque rappelons que le Bataclan, c'était aussi un lieu d'émancipation par comme la culture. La rave party massacrée en exactement. Israël. Donc tous ces lieux d'émancipation, ces lieux, ces espaces de forte liberté sont attaqués et ça l'a fait beaucoup plus longtemps. Donc il y a une exacerbation, une tentation de passer à l'acte, on le voit bien. Mais ça ne l'a pas créé. Donc ne faisons pas. Ils n'ont pas que le Hamas a fourni le prétexte, un prétexte de plus. Le terrain était déjà prêt. Le terrain était déjà prêt depuis de nombreuses années, et d'où l'importance d'en prendre conscience et de voir comment nous pouvons collectivement lutter contre cela en étant plus que jamais unis, solidaires autour du drame que nous vivons aujourd'hui. Sauf que justement, ce conflit qui a repris, a exacerbé les divisions qui existent en France, d'une part à gauche, mais aussi dans toute la population française. Chloé Ridel. Ce qu'on voit, c'est que en fait, dans la mondialisation telle qu'on la vit, il n'y a plus vraiment de frontières pour les conflits. Nous sommes non seulement rendus interdépendants par le sujet écologique, mais aussi par ce type de conflit qui, avec les réseaux, le fait que nos sociétés soient profondément imbriquées. En fait, il y a plus de frontières, donc bien sûr que le conflit s'importe chez nous, ça n'est pas nouveau. Il y a des divisions qui se font jour au sein de la société, mais je crois qu'il faut y résister parce que nous vivons des moments graves et il faut faire attention à la réponse à la parole de la France sur le conflit précisément au Proche-Orient, parce qu'il a des conséquences dans notre pays. Et si on ne suit pas le principe qui est que chaque vie compte, et donc si on n'appelle pas Israël à une réponse maîtrisée dans le cadre du droit international, au droit à la défense, mais pas à la vengeance, comme le disait de Villepin ou l'ONU, on risque d'aggraver la situation en France. En tout cas, on va en reparler dans quelques minutes, aussi avec un témoignage depuis Gaza, si tout va bien, évidemment pour notre interlocuteur, puisque, je le rappelle, l'armée israélienne a demandé à la population de Gaza d'évacuer tout le nord de la bande de Gaza. C'est l'offensive qui se précise. On va en reparler aussi avec vous. Ce conflit qui a commencé à Gaza, à côté de Gaza, et qui est arrivé jusqu'à Arras. 0826 300 300. Vous êtes prof comme Dominique Bernard, assassiné hier. Vous avez la parole. Vous êtes parent d'élève. Vous avez aussi la parole. On se retrouve dans un instant avec tous nos invités sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. 0826 300 300 pour témoigner, prendre la parole alors que la France a à nouveau été frappée par le terrorisme hier. La France et son école, c'était à Arras avec l'assassinat de ce prof, Dominique Bernard, hier devant son centre scolaire Gambetta dans la ville du Pas-de-Calais. On va en parler avec vous au 0826 300 300. On en parle aussi avec nos invités. On est toujours avec Anne Jonté, députée Renaissance, Chloé Ridel, porte-parole du Parti Socialiste, et on accueille Alexandre Nikolic. Bonjour à vous. Porte-parole du Rassemblement National. Actualité absolument dramatique, le terrorisme qui nous frappe à nouveau. Et cette question à laquelle vous répondrez probablement oui, que nous posons sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Faut-il expulser les fichés S radicalisés? Parce que le profil de ce jeune homme, il était tout sauf anodin. Alexandre Nikolic. Oui, ça fait des années, nous, qu'on le dit. On
on demande au moins l'expulsion effectivement des 4500 fichés S étrangers radicalisés, parce que quand on arrive à être fiché S, c'est pas pour rien, c'est qu'on a démontré qu'on a partagé des choses sur les réseaux sociaux, qu'on a été en contact avec des gens qui sont potentiellement dangereux. Et bien ça présente un risque. Et donc effectivement, cette personne qui était déjà issue d'une famille qui posait problème, parce que je vais le rappeler, cette famille est partie de Russie parce que ils étaient combattus là-bas en tant que salafistes déjà. On les a accueillis comme si on était le refuge des islamistes les plus radicaux en France en 2008. Cette famille, elle était déjà aussi identifiée comme posant des problèmes, mais malgré ça et malgré la volonté de les expulser en 2014, il y a eu des renoncements avec des associations, avec des élus. Je pense à 2 élus ELV qui sont aujourd'hui d'ailleurs vice-présidents à la métropole de Rennes pour un et adjoints à la mairie de Rennes, qui l'ont défendu en disant non mais cette famille est parfaitement intégrée et tout, avec une mauvaise foi absolue, parce que on savait déjà qu'ils présentaient des problèmes. Ensuite il y a eu un renoncement de Manuel Valls en 2014. En 2014, je l'ai dit, je le dis, mais que le terroriste qui a frappé hier avait 9 ans à l'époque. Bien sûr, oui. Mais si on était allé jusqu'au bout pour une famille vraiment identifiée qui posait déjà problème, je vous le dis, il n'y aurait pas eu cet attentat, et ça nous interpelle ensuite sur ce qui s'est passé, parce que après, on sait que son grand frère est incarcéré parce qu'il avait eu la volonté de commettre des attentats. Son petit frère est en garde à vue, a été suivi également, et on ne sait pas pourquoi. Il était d'ailleurs à côté d'un lycée encore hier, mais on peut l'imaginer malheureusement. Et donc il y a eu ce drame terrible. Et ça me permet de le dire et je l'ai pas dit en introduction, mais d'avoir une grande pensée évidemment pour Dominique Bernard qui a été héroïque en s'interposant pour ses proches, pour tous ceux pour les autres blessés et pour tous ces enfants qui vont être traumatisés, mais on n'aurait pas dû en arriver là. Et oui, je le dis vraiment sans essayer de polémiquer, mais oui, avec le programme du Rassemblement national, oui, ces personnes n'auraient pas été sur le territoire et n'auraient pas et cette personne n'aurait pas commis cet attentat terrible, et ces familles ne seraient pas endeuillées. Et on va en débattre évidemment avec vous et nos autres invités, mais vous parliez des enseignants pour qui on a tous une pensée. On est en direct sur Sud Radio au 0826 300 300 avec Marie. Bonjour à vous Marie. Oui, bonjour, merci beaucoup. Mais vous êtes la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes prof, vous aussi? Oui, tout à fait. En lycée privé, c'est ça? En collège et lycée privé, oui, tout à fait. À Meudon. Tout à fait. Oui, exactement. À quoi on pense quand on est prof et quand on voit un de ses collègues qui a été frappé de la sorte? Ouais, c'est vraiment terrible. Déjà, on entend dès le début tous les bruits dans les couloirs, parce que dès qu'il y a un des nôtres qui est touché, forcément ça nous touche aussi très personnellement. On sait très bien que c'est les professeurs d'histoire et géographie qui sont en première ligne. Et je voulais vraiment remercier vos invités. J'ai pas retenu bien le nom, j'ai juste entendu Anne Géneté. On est avec Anne Géneté et Chloé Ridel, qui est la porte-parole du Parti Socialiste. Franchement, bravo à elles, parce qu'elles ont vraiment bien expliqué exactement les problèmes. En fait, c'est un problème global. Moi, je suis professeur d'allemand. En Allemagne, hier, il y a aussi eu des problèmes. Alors, il n'y a pas eu un attentat, il n'y a pas eu, mais il y a eu une tentative d'effraction dans une école. Et ça, c'est un problème global en Europe. Nous, on est touchés, bien sûr, mais je pense que tous les problèmes, ils ont commencé en 2001. Avec l'attentat du 11 septembre. Et moi, j'étais dans une autre école. J'étais certes dans le privé, mais dans un privé beaucoup moins, privilégié. Et ça existe. Je peux vous dire qu'il faut pas faire trop de différence entre le privé et le public. On a aussi des élèves dans le privé qui nous parlent des théories du complot, etc., etc. Et bon, moi, je suis pas prof d'histoire géo, donc j'ai pas forcément tous les arguments. Vous n'avez pas les cours sur la laïcité, mais vous auriez pu les avoir. Moi, il y a une question que j'aimerais vous poser, Marie, parce que vous êtes prof. On a entendu Anne Géneté, Chloé Ridel aussi, saluer le courage des profs. Oui, on parle de vous comme si vous étiez soldat sur le front. Alors, je sais que c'est un métier difficile, qu'il en faut du courage, mais malgré tout, est-ce que vous vous seriez dit un jour qu'on vous féliciterait d'avoir le courage d'aller justement à votre travail, simplement ça?
Mais non, vraiment non. Et franchement, moi, je suis admirative devant le courage et la bravoure de ce professeur qui s'est interposé et qui a certainement, comme l'a dit notre président, fait en sorte qu'il y en ait d'autres qui soient pas atteints. Ouais. Et franchement, oui, c'est alors moi, je travaille pas du tout dans ces conditions-là. Je suis dans de très bonnes conditions de travail, mais ça m'empêche pas quand même d'être en empathie avec les gens parce que je sais ce que vivent mes collègues. Je suis connectée et en fait, vraiment le but, c'est de dédramatiser et dépassionner les débats. Mais il faut pas être dupe parce que j'entendais quand même vos invités dire qu'il y avait des choses qui étaient faites. Certes, c'est vrai, mais on peut pas lutter vraiment très efficacement si on s'en prend pas au réseau, par exemple. Parce que les réseaux, typiquement, il y a tellement de choses qui circulent que vous parlez des réseaux sociaux. Mais oui, bien sûr. Parce que je sais pas si vous savez, mais tous nos élèves, ils sont archi connectés. Mais nous aussi, hein, à force. Et vous êtes même connectés sur Sud Radio. Tiens, Chloé Ridel. Complètement. Je voulais simplement rebondir sur le courage. Pourquoi est-ce qu'on parle de courage des professeurs ? Parce que depuis Samuel Paty, en fait, vous avez des tas de professeurs qui ont peur. Parce qu'ils sont contestés. D'enseigner l'évolution darwinienne, qui ont peur d'enseigner la laïcité, qui ont peur d'enseigner l'histoire parce qu'ils ont peur d'être victimes de cabales ensuite sur les réseaux sociaux. Et c'est précisément ça que cherchent à faire les djihadistes et l'islamisme radical, c'est-à-dire d'intimider. Ils s'attaquent à l'école pour redéfinir les limites de la liberté d'expression, même à l'école, parce qu'elle commence et qu'elle est enseignée à l'école. Et donc, il faut évidemment trouver un moyen de s'attaquer à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'en a pas conscience. Mais c'est une vraie guerre de l'information et de la désinformation sur les réseaux sociaux, avec des bots, des fermabots. Au-delà des réseaux sociaux, quand on regarde ce qui s'est passé malgré tout, et le profil de l'assassin, du terroriste, son réseau est celui qui l'a complètement endoctriné, c'est sa famille, malgré tout. Ouais. Avant les réseaux sociaux, avant Facebook. Et ce que disait Alexandre Nikolic, vous faisait réagir tout à l'heure. Est-ce qu'il aurait dû rester en France à ce moment-là ? C'est quand même une question qu'on se pose. Mais si cette personne était expulsable et qu'elle devait être expulsée, oui, il aurait fallu appliquer le droit. Moi, je n'ai jamais dit autre chose. Faut le changer, Par le contre, droit. sur les fichiers S, si vous voulez, vous en avez plus de 20 000 en France. Vous en avez 50% qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Vous avez des activistes, des hooligans. Vous avez des gens qui se battent pour l'écologie. Vous avez 99,8% des fichiers S qui n'ont pas commis d'attentat. Donc, il faut regarder les choses dans leur complexité. On a le droit aussi de faire le tri, si j'ose dire, dans tous les fichiers S, les milliers de fichiers S, et de regarder ceux comme ce jeune homme qui ont contesté leurs profs, qui sont expulsables, qui sont les frères d'un terroriste. Ce jeune homme avait fait l'apologie du terrorisme. Ouais. D'ailleurs, son frère avait été enfermé pour des mêmes faits. Donc, ce jeune homme, manifestement, aurait dû peut-être être est-ce que ça veut dire que vous devant soutenez... la justice avant de commettre cet attentat. Est-ce que ça veut dire que vous soutenez l'évolution de la loi immigration, proposée par la loi immigration dont parlait Anne Jonté bientôt, qui fait que quelqu'un qui pose ce genre de problème, mais qui est entré en France avant 13 ans, il sera quand même expulsable? Non, je pense que les réponses sont plus complexes que ça. C'est-à-dire? Mais c'est pas forcément en disant qu'il faut expulser des enfants qui sont arrivés avant 13 ans en France qu'on va régler la situation. Non, mais d'accord, mais encore une fois, c'est une réponse qui doit être... Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait dans ce cas-là? Ce jeune homme-là, manifestement, comme il s'était rendu coupable d'apologie du terrorisme avant de passer à l'acte, il aurait dû être devant la justice pour ce type de fait. C'est possible, hein, c'est déjà prévu par la loi. C'est-à-dire devant la justice, c'est-à-dire qu'on aurait dû le mettre en prison quelque temps, et c'est ça que vous sous-entendez? Pas l'expulser? Vous étiez contre, par exemple, qu'on l'expulse? Non, pas du tout. Je l'ai dit avant, le droit s'applique. Il était expulsable. Il aurait dû. En l'occurrence, non, justement, c'est pour ça qu'il faut un changement de loi. Non, mais c'est pour ça, mais vous vous opposez à ce changement de loi. En 2014. Non, oui, je m'oppose à ce que, de façon indifférenciée, on dise que tous les enfants qui sont arrivés avant 13 ans, c'est juste la possibilité de le faire dans ce type de cas, justement, parce que cette personne était effectivement dangereuse et tout le monde pouvait le constater. Enfin, je veux dire, les services qui le surveillaient. Il y a d'autres moyens de le mettre hors de danger que de l'expulser, en l'occurrence. C'est-à-dire puisqu'il s'était rendu coupable de faits d'apologie du terrorisme. Donc, encore une fois. En prison, pour vous, en tout cas, il aurait fallu, l'emprisonner ou le condamner. Et appliquer le droit. Allez, restez avec nous, on va continuer à débattre sur Sud Radio des suites de cet attentat, de ce énième attentat, notamment avec Anne Jonté, à qui je vais rendre la parole dans un instant. 0826 300 300, vous prenez la parole. Merci à vous, Marie, et bon courage. Surtout, soyez prudente en cours. Je suis désolé, mais même moi, je suis obligé de vous le dire. À bientôt. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Comment faire face à la menace du terrorisme qui est partie de Gaza il y a une semaine et qui est arrivée à Arras hier? On en débat avec vous au 0826 300 300. Que vous soyez prof ou simplement élève ou parent d'élève ou citoyen, tout simplement, vous avez tous la parole sur Sud Radio. Nous sommes avec nos trois invités, Chloé Ridel, porte-parole du Parti Socialiste, Anne Jeunetet, députée Renaissance, et Alexandre Nikolic, porte-parole du Rassemblement National. On se retrouve dans une situation, Anne Jeunetet, où l'école est de plus en plus contestée et où finalement il faut créer de nouveaux textes et de nouvelles lois pour justement faire face à une situation qui s'aggrave. Oui, même sans aller jusqu'à nouveaux textes et nouveaux lois. Ça, vous parlez, faites peut-être allusion à la loi immigration pour permettre d'expulser un étranger auteur de faits de crimes ou de délits rentré sur le territoire avant l'âge de 13 ans. Je vous interromps, c'est précisément ce que demandent tous ceux qui ont voté sur le compte Twitter de Sud Radio ce matin et à plus de 90%. Et donc c'est bien ce que prévoit la loi. C'est une faille de notre droit qui avait été clairement identifiée et à laquelle ce projet de loi répond très clairement, très précisément. Maintenant, s'agissant de notre école, je ne dirais pas qu'elle est menacée comme vous l'avez dit, elle est victime d'attaques, d'impulsion dans différents endroits avec la chambre d'écho que constituent les réseaux sociaux derrière, et que plus que jamais nous devons soutenir nos enseignants, leur donner les moyens de pouvoir résister à cette vague terrible qui s'abat sur eux et qui les empêche de délivrer ce qu'on attend d'eux et ce qu'ils essaient tous de faire, encore une fois avec beaucoup de courage, qui est la liberté de penser, la liberté d'expression. Le savoir est une lutte à l'obscurantisme, et ça nos enfants n'ont plus que jamais besoin. Dans un environnement, on est tous d'accord. Et vous l'avez souligné, là le responsable de l'assassinat atroce d'Arras hier est issu d'une famille, ça a commencé au sein de sa famille. Donc nous devons aussi identifier les familles qui posent problème, comment nous pouvons leur donner les armes. Manifestement, elles le sont, celle-là, elle était sous surveillance. Il a même été contrôlé la veille de son passage à l'acte. Et on voit que, je l'ai dit tout à l'heure, les services de police font leur travail, puisque au même moment dans les Yvelines, la police a interpellé quelqu'un qui clairement se destinait à commettre quelque chose de peut-être comparable dans une autre école. Donc notre police travaille, mais comment nous pouvons collectivement, chacun d'entre nous, encadrer, c'est pas le mot, mais en tout cas accompagner les parents. C'est très difficile d'être parent aujourd'hui. On est tout à fait très difficile. Mais on en revient, puisque vous le disiez, ce que je vous avais dit tout à l'heure, on y revient. Si tout le monde a fait son travail et que ça n'a pas suffi, c'est le travail qu'il faut changer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Pas tout à fait. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine. Et ce qui est fait aujourd'hui doit être renforcé, bien évidemment. L'accompagnement des parents. On voit bien la notion de parentalité, de difficulté à élever des enfants est au cœur des réflexions qui sont menées aujourd'hui. Je crois que c'est une urgence, car ces familles-là sont certainement très démunies. Il y a des familles qui sont radicalisées, mais d'autres sont témoins de la radicalisation de leurs enfants. Comment pouvons-nous les aider peut-être à parler, à dire j'ai observé? C'est très difficile d'aller témoigner. En tout cas, c'est pas la famille de celui-là qui l'aurait dit. Certainement pas, c'était une famille radicalisée et qui est elle-même sous surveillance. Voilà. Donc oui, nous avons à la fois un travail collectif auprès de nos écoles, auprès de nos jeunes, auprès de nos enseignants, auprès des familles, pour pouvoir collectivement évoquer et aborder ce problème et lutter contre ce fléau qui est le terrorisme djihadiste, qui est encore une fois impulsif, éruptif et peut venir de n'importe où pratiquement dans notre société aujourd'hui. Quel travail collectif, pardonnez-moi, pour Alexandre. Non, mais Alexandre déjà, tout à l'heure, on a parlé de l'aspect sécuritaire, mais je vais revenir sur la pression, justement, et l'influence islamiste qu'il peut y avoir auprès de notre jeunesse aujourd'hui. Quand 60% des professeurs nous disent qu'ils ont déjà été confrontés à une contestation d'enseignement, ça doit vraiment tous nous interpeller. Un professeur sur deux dit qu'il a déjà modifié ce qu'il allait dire pour s'adapter, justement, au public qu'il a. Et ça date évidemment, mais ça s'amplifie. Il y a eu 120% d'augmentation justement des atteintes à la laïcité sur l'année scolaire précédente. Elles peuvent être atteintes par le vêtement, par la contestation de cours, vous l'avez dit, sur par exemple la théorie de l'évolution, sur l'histoire, non mais bien sûr. Et ces professeurs, ils sont en première ligne, ils sont souvent abandonnés parce qu'ils savent pourquoi ils remettent, parfois ils s'adaptent parce qu'ils savent qu'ils vont être mis en danger. Et ce type d'événements qui ont pu se passer terribles hier et qui s'était passé déjà avec Samuel Paty rajoute une pression parce qu'ils savent que ça peut arriver. Il y a quelques jours à Dreux, une jeune élève a dit on a arrêté de parler de ça à une professeure. Elle parlait, c'était un cours sur l'islam parce qu'on va vous faire une Samuel Paty. Et malheureusement, elle a été très peu soutenue, en tout cas dans les premiers jours. Ça doit aussi déjà nous interpeller sur le soutien déjà qu'on doit apporter à ces professeurs. Après Samuel Paty, je suis désolé, il y a eu des renoncements. Déjà, Samuel Paty ne s'est pas senti soutenu par certains de ses collègues, par l'éducation nationale. Malheureusement,
évidemment au moment des faits, mais même à la suite, quand on a renoncé parfois à donner comme nom Samuel Paty à des lieux par peur, par crainte, c'est déjà qu'on cède face à cette pression-là et qu'on s'adapte justement à ce danger islamiste qui remet tout en cause. Il faut comprendre que ces jeunes, 57% des jeunes, des lycéens musulmans, considèrent que les lois de la charia sont au-dessus des lois de la République. C'est-à-dire que pour eux, tout le bien, le mal est déterminé justement par ces textes et toutes leurs références de valeur. Et donc les professeurs, ils sont en première ligne justement pour transmettre autre chose, pour essayer d'unir notre peuple, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses pensées initiales, même ce qui avait pu être transmis dans un premier temps, et donc c'est dire l'importance que ça peut avoir, et ça doit être une priorité justement, parce que ensuite ces problèmes-là que eux rencontrent en première ligne et qu'ils doivent combattre, ils vont se retrouver évidemment dans le reste de la société, et ça va être dramatique dans les futures années. Ça va s'amplifier évidemment, et on va être de plus en plus soumis à ces pressions-là, à la fois terroristes, à la fois, je le dis, il faut soutenir ces professeurs, et il faut une intransigeance. Ce soutien, c'est quoi concrètement? Alors non, mais il faut que ils puissent systématiquement être protégés, entendus, que comme c'est pas toujours le cas aujourd'hui, que les élèves qui posent problème, qui remettent en cause justement ce type d'enseignement, soient identifiés, et que on puisse justement agir ensuite, parce qu'aujourd'hui, même quand c'est la masse aujourd'hui d'élèves qui contestent justement ce qu'on doit leur transmettre et ce que la République par l'école leur transmet est tellement importante qu'on a renoncé même à l'identifier, on laisse passer. D'ailleurs, cette personne qui a tué malheureusement le professeur Dominique Bernard, certains disaient oui, il était normal presque, alors que d'autres nous disent, on le voyait parfois en Camille, on le voyait menacer des professeurs, voilà. Est-ce que malheureusement parfois on considère presque normal cette pression venue de personnes qui posent problème comme ça? C'est ça qui peut vraiment nous inquiéter. Est-ce qu'on s'habitue? Est-ce qu'on renonce face à l'islamisme, Chloé Ridel? Parfois on oublie, et je reprends le titre d'un livre qui a été publié par un grand chercheur qui s'appelle Hugo Micheron, spécialiste du djihadisme, qui s'appelle La colère et l'oubli. Parce qu'il dit quoi? Il dit, on est en colère, après qu'on subit un attentat, et puis ensuite on oublie, parce que le djihadisme est fait de flux et de reflux. Mais là, on n'a pas le droit d'oublier, parce que l'éducation nationale, c'est ce qui tient la société. Ouais. Et si les professeurs sont intimidés, ne peuvent pas faire cours parce que on leur dit non, vous n'avez pas le droit de parler d'éducation sexuelle, non, vous n'avez pas le droit de parler de laïcité, non, vous n'avez pas le droit de parler de droit au blasphème, de théorie de l'évolution darwinienne. C'est insupportable. La société, en fait, va se déliter. Donc, il faut vraiment qu'on protège notre école, peut-être beaucoup plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent, pour que les professeurs ne se sentent pas intimidés, n'aient plus à faire preuve de courage pour faire cours. Je veux être vraiment très ferme là-dessus, parce que l'éducation nationale, c'est le socle. Qu'est-ce qu'on fait d'un élève qui conteste ses profs, notamment sur ces questions-là? Il faut peut-être. La réponse n'est pas forcément sécuritaire, où il faut qu'on enferme des gamins. Il faut lui dire, en fait, tu ne peux pas faire ça. Il faut lui expliquer ce qu'est la liberté d'expression. Non, mais je suis désolée, ce sont des adolescents qui sont aussi dans la provocation, etc. Et il faut protéger les professeurs. C'est-à-dire que quand il y a un professeur à qui on dit, on va te faire une Samuel Paty. Mais là, c'est alerte générale, en fait. Oui, mais c'est alerte générale, effectivement. Et il faut les protéger et avoir tout un mécanisme de signalement qui soit efficace. Vous avez 30 secondes, oui, très concrètement, pour dire que tous les soirs, sur son bureau, le ministre de l'Éducation nationale reçoit un rapport de toutes les atteintes à la laïcité, aux difficultés d'enseignement, tous les incidents d'enseignement, tels que celui que vous rapportez là. Et il en fait quoi? Et justement, pour pouvoir ensuite agir, intervenir auprès des responsables d'établissement et apporter aux enseignants, au cas par cas, le soutien dont ils ont absolument besoin. Mais encore une fois, c'est collectivement, Hugo Micheron le dit aussi, c'est tous ensemble qu'on doit lutter contre cela. C'est pas juste la responsabilité de l'éducation nationale, c'est tous. Et ça, au moins, tout le monde sera d'accord sur ce sujet. C'était un bon mot de la fin. Merci Anne Jodté, députée Renaissance. Merci à vous Alexandre Nikolic, porte-parole du Rassemblement National. Chloé Ridel, porte-parole du Parti Socialiste. Merci à vous également d'être intervenu sur Sud Radio alors que cette actualité est si pesante. On va essayer de se remonter le moral, de revenir sur des bons rails, ou plutôt sur de bonnes roues, avec l'homme qui parle d'automobile, qui va allumer son micro. Il a oublié comment ça marchait. C'est Jean-Luc Moreau. C'est celui-là. Bonjour Jean-Luc, oui. On vous retrouve après les infos. Oui, effectivement. Alors nous aussi, on va recevoir des députés. On va parler d'un projet de loi pour améliorer la transparence lors de l'achat et la recharge des véhicules électriques. Vous savez par exemple qu'une recharge sur une borne publique, c'est le seul achat que vous faites aujourd'hui sans connaître le prix de ce que vous achetez. C'est absolument hallucinant. Oui. On parlera aussi des nouvelles règles du malus écologique qui vont tuer le marché des pick-up
en France. Et puis plus léger, on ira à Montlhéry pour les coupes auto légendes. Ah, c'est beau ça a l'air magnifique en tout cas. On parle auto, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault, 0826 300 300, tous les conducteurs ont la parole sur Sud Radio juste après les infos de 11h. Je vous rappelle ces deux rendez-vous capitaux sur Sud Radio, la radio du rugby à 17h, Pays de Galles, Argentine, c'est un quart de finale et à 21h une finale avant l'heure mais c'est aussi un quart. Vous aurez All Black Irlande en direct sur Sud Radio. Belle journée à vous, à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons